Le 23 juin 1996, alors que la réception bat son plein dans une salle des fêtes du quartier de Oisem à Lille, Marguerite Delorme disparaît sans laisser de traces. Elle a 52 ans, porte une robe bleu ciel qu'elle a fait retoucher pour l'occasion et vient de voir sa fille unique échanger ses vœux avec un jeune informaticien rencontré à l'université. Les invités dansent, trinquent, et personne ne remarque son absence avant 22h30 lorsque vient le moment de couper la pièce montée. Son sac à main repose toujours sur sa chaise, son manteau pend au vestiaire et son verre de champagne à moitié vide attend sur la table des parents. Marguerite s'est volatilisée entre deux danses, quelque part entre 20h15 et 21h, dans un périmètre de 100 mètres carrés surveillé par 80 invités. Aucun cri, aucune altercation, aucun signe de lutte. Juste une absence qui transforme instantanément la plus belle journée de Catherine Delorme en un cauchemar éveillé dont elle ne se remettra jamais vraiment. Ce qui rend cette disparition véritablement troublante, c'est que Marguerite semblait parfaitement heureuse ce jour-là. Les photographies prises durant la cérémonie la montrent rayonnante, embrassant sa fille, discutant avec les invités, dansant même une valse avec son ex-mari malgré leur divorce houleux 10 ans plus tôt. Rien n'indiquait qu'elle s'apprêtait à s'éclipser, encore moins à disparaître pour toujours. Pourtant, quand les enquêteurs reconstitueront sa journée, ils découvriront qu'elle préparait cette sortie depuis des semaines, méthodiquement, en silence, sans jamais éveiller le moindre soupçon. Lille, en cette fin de printemps 1996, est une ville en pleine mutation. La métropole du Nord achève sa reconversion post-industrielle, le vieux Lille attire une population rajeunie et l'ouverture récente du tunnel sous la Manche a redonné à la cité un rayonnement européen. Dans ce contexte de renouveau, Marguerite Delorme incarne une génération de femmes qui ont traversé les bouleversements économiques sans perdre leur dignité. Secrétaire comptable dans une entreprise textile jusqu'à sa fermeture en 91, elle a dû se réinventer. Divorcée depuis 1986, Marguerite vit seule dans un appartement modeste de la rue Solferino, non loin de la gare. Elle a élevé sa fille Catherine avec une détermination farouche, enchaînant les petits boulots pour financer ses études. Catherine a 26 ans maintenant, un diplôme d'ingénieur commercial et s'apprête à épouser Thomas Mercier, un jeune homme sérieux qui travaille chez IBM. Pour Marguerite, ce mariage représente l'aboutissement de 26 années de sacrifice, la preuve que ses efforts n'ont pas été vains, que sa fille connaîtra une vie meilleure que la sienne. Les préparatifs du mariage ont occupé les 6 derniers mois. Marguerite s'est investie totalement, gérant les moindres détails avec une minutie qui a parfois agacé sa fille. Elle a choisi les fleurs, négocié avec le traiteur, établi le plan de table en évitant soigneusement de placer son ex-mari trop près d'elle. Ses collègues de la supérette où elle travaille depuis 2 ans l'ont vue arriver chaque matin avec de nouvelles idées, de nouveaux catalogues, une excitation presque enfantine. Personne n'a décelé quoi que ce soit d'anormal dans son comportement durant cette période. Le jour du mariage, Marguerite arrive à la mairie vers 14h30. Elle porte une robe bleu ciel qu'elle a achetée aux Galeries Lafayette et fait retoucher par une couturière du quartier. Ses cheveux sont coiffés en chignon, elle a mis du rouge à lèvres discret, et plusieurs invités la complimenteront sur son élégance. Durant la cérémonie civile, elle pleure doucement quand le maire prononce les formules rituelles. Catherine serre sa main à plusieurs reprises. Tout semble normal, même si certains témoins mentionneront plus tard avoir trouvé son regard étrangement absent par moments. La réception débute vers 18h dans une salle des fêtes de la rue de Oisem. 80 invités se pressent autour du buffet, la musique résonne, l'ambiance est chaleureuse. Marguerite circule entre les tables, échange avec les uns et les autres, danse même un slow avec son frère venu de Roubaix. À 20h15, plusieurs personnes la voient se diriger vers les toilettes. C'est la dernière fois qu'on l'aperçoit vivante. Quand Catherine réalise que sa mère n'est pas revenue pour la pièce montée, il est déjà trop tard. Marguerite Delorme s'est évaporée sans que personne ne comprenne comment ni pourquoi. Avant de poursuivre cette enquête qui va prendre une tournure absolument inattendue, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez en ce moment. Indiquez-nous en commentaire votre ville ou votre région, cela nous aide à comprendre qui s'intéresse à ces affaires françaises non résolues. Si vous aimez ce type de récit, qui explore les zones d'ombre de nos faits divers, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Et si cette histoire vous captive déjà,
Laissez un petit like pour nous encourager à continuer à documenter ces mystères qui hantent encore nos régions aujourd'hui. Quand Catherine Delorme réalise que sa mère a disparu, il est 22h45. La salle des fêtes résonne encore de musique et de rires, mais pour la jeune mariée, le temps vient de se figer. Elle a cherché sa mère partout, interrogé les invités, vérifié les toilettes, le vestiaire, même la cuisine où s'activent les serveurs. Personne ne l'a vue partir. Son sac à main repose toujours sur la chaise numéro 3, table des parents, avec son portefeuille, ses clés d'appartement, ses lunettes de vue. Son manteau beige pend au cintre 42 du vestiaire, elle a laissé son écharpe dans la poche. Thomas Mercier, le jeune marié, tente de rassurer sa femme. Marguerite a peut-être eu un malaise, elle s'est peut-être isolée quelques minutes pour respirer, elle va revenir. Mais Catherine connaît sa mère. Jamais elle ne s'éclipserait ainsi. Pas le jour de son mariage, pas sans prévenir. À 23h15, le père de Catherine, Robert Delorme, contacte la police. Une patrouille arrive 20 minutes plus tard. Les agents interrogent rapidement les invités encore présents, mais aucun témoignage cohérent n'émerge. Certains l'ont vu vers 20h, d'autres vers 20h30. Les versions divergent. Le capitaine Marc Dufresne de la brigade criminelle de Lille prend l'affaire en main dès le lendemain matin. Homme méthodique d'une quarantaine d'années, il a déjà traité plusieurs disparitions inquiétantes dans la région. Il commence par visionner les quelques cassettes vidéo amateurs filmées durant la soirée. On y voit Marguerite danser, discuter, sourire. À 20h12, elle apparaît sur une séquence, un verre à la main, en conversation avec une cousine éloignée. 3 minutes plus tard, elle n'est plus dans le champ. C'est tout. Pas d'image d'elle quittant la salle, pas de séquence suspecte, rien qui puisse orienter l'enquête. Les premiers jours, l'hypothèse d'un enlèvement domine. Peut-être Marguerite a-t-elle été forcée à sortir, peut-être un individu l'attendait-il dehors. Mais cette théorie se heurte rapidement à plusieurs impossibilités. La salle des fêtes ne possède que 2 issues, toutes deux constamment utilisées par les invités et le personnel. Plusieurs fumeurs stationnaient devant l'entrée principale durant toute la soirée. Aucun n'a vu Marguerite sortir. L'issue de secours, elle, donne sur une ruelle où des poubelles bloquaient partiellement le passage. Un voisin qui rentrait chez lui vers 20h20 certifie que personne n'est passé par là. Dufresne fait fouiller le quartier de Oisems dans un rayon de 2 km. Des équipes canines ratissent les terrains vagues, les caves abandonnées, les anciens entrepôts textiles désaffectés. On interroge les commerçants, les riverains, on consulte les registres des taxis de nuit. Rien. Marguerite Delorme semble s'être littéralement dématérialisée. Son appartement de la rue Solferino est passé au peigne fin. Tout est en ordre, presque trop. Le lit est fait, la vaisselle rangée, aucun vêtement ne manque selon Catherine. Le courrier des derniers jours repose sur la table de la cuisine, déjà ouvert, classé soigneusement. Ce qui intrigue Dufresne, c'est l'absence totale de désordre dans la vie de Marguerite. Ses comptes bancaires sont à l'équilibre. Elle n'a aucune dette, aucun crédit en cours. Ses relevés montrent des dépenses ordinaires, supermarché, essence, quelques achats pour le mariage. Pas de retrait suspect dans les jours précédant la disparition. Ses collègues de la supérette la décrivent comme discrète, efficace, toujours ponctuelle. Ses rares amis la connaissent peu finalement. Marguerite parlait peu d'elle-même, se concentrait sur sa fille, sur l'avenir de Catherine. Une vie sans aspérité apparente, sans secret visible, sans conflit majeur hormis ce divorce ancien et déjà digéré. Robert Delorme, l'ex-mari, est naturellement interrogé. Leur séparation remonte à 10 ans. Elle s'est déroulée dans des conditions difficiles, avec des accusations mutuelles de négligence et d'infidélité. Mais depuis, les relations se sont apaisées pour le bien de Catherine. Ils se croisaient lors des anniversaires, des fêtes de famille sans animosité particulière. Robert a refait sa vie avec une institutrice de Roubaix. Il travaille comme contremaître dans une usine de métallurgie. Le jour du mariage, il est resté à la réception jusqu'à minuit passé, constamment entouré de témoins. Son alibi est parfait. Et d'ailleurs, quel motif aurait-il eu d'enlever son ex-femme 10 ans après leur divorce? Les semaines passent sans progrès. La presse locale s'empare de l'affaire, titrant sur la mariée dont la mère s'est volatilisée. Des témoignages affluent, tous contradictoires ou inexploitables. Une femme correspondant au signalement de Marguerite aurait été vue à la gare de l'Île-Flandre le soir du mariage. Mais la vidéosurveillance ne confirme pas. Un automobiliste prétend l'avoir aperçue sur l'autoroute vers Paris,
mais l'heure ne correspond pas. Un médium contacte la police pour indiquer un canal où chercher le corps. On drague effectivement le canal de la Deûle sans résultat. L'enquête s'enlise progressivement dans une masse d'informations inutiles. Catherine Delorme sombre dans une dépression sévère. Sa lune de miel est annulée. Son couple vacille sous le poids de l'angoisse. Elle refuse de quitter l'île, espérant chaque jour un appel, un signe, une explication. Elle fait imprimer des affiches avec la photo de sa mère, les placarde dans tout le quartier, dans les gares, dans les centres commerciaux. Marguerite Delorme, 52 ans. 1,65 m, cheveux châtain court, yeux marrons, disparue le 23 juin 96 à Lille. Si vous l'avez vue, contactez la police. Mais les semaines deviennent des mois et personne ne contacte personne. Le silence est total. En octobre 96, 4 mois après la disparition, Dufresne classe provisoirement l'affaire. Il n'y a plus de pistes à suivre, plus d'hypothèses crédibles à explorer. Marguerite Delorme a disparu dans des circonstances inexplicables et toutes les ressources policières disponibles ont été mobilisées sans succès. Le dossier reste ouvert, bien sûr, prêt à être réactivé au moindre élément nouveau. Mais Dufresne sait, au fond, que ces éléments ne viendront probablement jamais. Certaines affaires restent à jamais irrésolues. Certaines disparitions ne trouvent jamais d'explication rationnelle. Celle de Marguerite Delorme semble destinée à rejoindre cette catégorie maudite. L'hiver 96-97 est particulièrement difficile pour Catherine. Elle retourne travailler, tente de reconstruire sa vie conjugale, mais le fantôme de sa mère hante chacune de ses journées. Elle visite régulièrement l'appartement de la rue Solferino, désormais vide et silencieux, cherchant des indices que la police aurait manqués. Elle relit les agendas de sa mère, examine ses photos, interroge encore et encore les mêmes personnes. Mais rien ne vient. Marguerite a emporté son secret avec elle, où qu'elle soit partie, quelle que soit la raison de sa fuite, et personne ne semble pouvoir percer ce mystère qui défie toute logique. Le capitaine Dufresne reprend le dossier depuis le début, au cours de l'été 96. Il reconstitue la journée de Marguerite heure par heure, minute par minute, quand c'est possible. Le 23 juin, elle se lève à 7 heures dans son appartement, prend son petit déjeuner habituel, café noir et tartines beurrées. Sa voisine de palier la croise vers 8h30 dans l'escalier, elle porte un grand sac de voyage. Marguerite lui explique qu'elle apporte des affaires pour se changer après la cérémonie. Rien de surprenant, la voisine lui souhaite une belle journée. Ce sac de voyage ne sera jamais retrouvé, et c'est le premier détail qui interpelle Dufresne. Entre 9h et 14h, les mouvements de Marguerite restent flous. Son téléphone fixe n'enregistre aucun appel sortant ce matin-là. Ses relevés bancaires montrent un retrait de 500 francs au distributeur de la rue Nationale à 11h12. Une somme assez importante pour l'époque, mais pas exceptionnelle. Une boulangère de la rue de Béthune pense l'avoir vue vers midi, achetant une bouteille d'eau minérale. Un détail insignifiant en apparence, sauf que Marguerite n'achète jamais d'eau en bouteille selon Catherine, elle boit toujours l'eau du robinet pour économiser. Dufresne note cette contradiction sans pouvoir l'expliquer. À 14h30, Marguerite arrive devant la mairie du 5e arrondissement. Catherine et Thomas l'attendent déjà. Elle embrasse sa fille, salue son futur gendre, puis s'installe au premier rang avec Robert, son ex-mari. La cérémonie dure 40 minutes. Le maire, que Dufresne interroge personnellement, se souvient d'une femme émue mais souriante, qui pleurait discrètement pendant l'échange des consentements. Après la cérémonie, les invités se rassemblent sur le parvis pour les photographies. Marguerite pose avec sa fille, avec les mariés, avec son frère. Sur les clichés, son visage trahit une étrange mélancolie malgré les sourires. Entre 15h30 et 18h, le cortège se déplace vers la salle des fêtes. Certains invités prennent des voitures personnelles, d'autres montent dans les véhicules du traiteur. Marguerite voyage avec son frère André et sa belle-sœur dans une Renault Espace Bleu. André déclare à Dufresne que sa sœur était silencieuse durant le trajet, regardant défiler les rues de Lille par la vitre. Quand il lui demande si tout va bien, elle répond que oui, qu'elle pense simplement à toutes ces années passées à élever Catherine seule. Une remarque banale, teintée de nostalgie, rien d'alarmant. Pourtant, André avouera plus tard avoir senti quelque chose d'étrange, une forme de résignation dans la voix de sa sœur. La réception débute à 18h précises. Le traiteur a installé 6 tables rondes,
pour accueillir les 80 convives. Marguerite est placée à la table numéro 3, entre une tante éloignée et un couple d'amis de Thomas. Elle mange peu, boit un verre de champagne, puis un second. Vers 19 h, la musique commence. Un DJ installé sur une petite estrade diffuse des tubes de l'époque, alternant slows et morceaux entraînants. Marguerite danse une première fois avec André, puis accepte l'invitation de Robert pour une valse. Plusieurs invités témoigneront que ce moment était chargé d'émotions, les anciens époux dansant ensemble après tant d'années de séparation. À 20 h, le soleil décline doucement derrière les toits de Oisem. L'ambiance est chaleureuse, les verres circulent, les rires fusent. Marguerite retourne à sa table, termine son champagne, échange quelques mots avec sa voisine de droite. C'est la cousine Eliane, une femme d'une 50aine d'années qui habite Tourcoing. Elle racontera à Dufresne que Marguerite semblait ailleurs, qu'elle regardait souvent en direction de la sortie comme si elle attendait quelqu'un. Quand Eliane lui pose la question, Marguerite secoue la tête et sourit, assurant que non, elle ne attend personne. Elle profite simplement de cette belle soirée. Mais son regard dément ses paroles. À 20 h 12 exactement, une vidéo amateur capture Marguerite debout près du buffet des desserts. Elle tient un verre à la main, porte toujours sa robe bleu ciel, ses cheveux sont impeccables. Elle parle avec Eliane justement. Les deux femmes rient, tout semble parfaitement normal. La caméra s'éloigne ensuite pour filmer les mariés qui dansent au centre de la piste. Quand l'objectif revient vers le buffet 30 secondes plus tard, Marguerite n'est plus là. Eliane est seule, son verre à la main, regardant dans le vide. Dufresne fait analyser cette séquence image par image, mais rien de suspect n'apparaît. Marguerite s'est simplement éloignée entre deux prises de vue. Plusieurs témoins affirment l'avoir vue se diriger vers les toilettes, vers 20 h 15. C'est un couloir étroit qui mène au sanitaire, séparé de la salle principale par une porte battante. Une invitée, Sylvie Marchand, entre dans les toilettes des femmes à 20 h 17. Elle y reste 4 minutes environ. Personne d'autre ne s'y trouve. Quand elle ressort, elle ne croise personne dans le couloir. Si Marguerite est effectivement partie vers les toilettes, elle n'y est jamais entrée, ou alors elle en est ressortie très rapidement. Mais pour aller où? Le couloir ne dessert que les sanitaires et une petite remise où le personnel range le matériel. Aucune autre issue, aucune fenêtre donnant sur l'extérieur. Dufresne interroge longuement le personnel de la salle des fêtes. Le gérant, 2 serveurs, la femme de ménage qui passait dans les cuisines. Tous confirment n'avoir rien remarqué d'inhabituel. Personne ne se souvient avoir vu Marguerite Delorme après 20 h 15. La femme de ménage, Fatima Benali, était justement dans la remise vers 20 h 20 pour chercher des serpillières. Elle n'y a croisé personne, elle en est certaine. Dufresne inspecte personnellement cette remise, une pièce de 8 mètres carrés encombrée de chaises empilées et de matériel de nettoyage. Pas de cachette possible, pas de trappe, pas de passage secret. Juste 4 murs nus et un plafond bas. L'hypothèse d'une sortie volontaire par l'entrée principale est écartée. Trop d'invités fumaient dehors durant toute la soirée. Quelqu'un l'aurait forcément remarqué. L'issue de secours reste la seule possibilité logique, malgré le témoignage du voisin. Dufresne fait reconstituer le passage par cette sortie. La porte s'ouvre facilement de l'intérieur, sans alarme à l'époque. Elle donne sur une ruelle sombre, la rue Jules Guesde, peu fréquentée le soir. Des poubelles étaient effectivement entassées devant, mais pas de quoi bloquer complètement le passage. Une personne mince comme Marguerite pouvait se faufiler sans difficulté. Mais pourquoi aurait-elle emprunté cette sortie discrète? Et surtout, où serait-elle allée ensuite sans son sac, sans ses clés, sans son manteau? Ce qui tourmente Dufresne, c'est l'absence de mobile. Marguerite ne fuyait aucune menace, ne cachait aucun secret apparent, ne traversait aucune crise identifiable. Sa vie était stable, modeste, mais équilibrée. Elle adorait sa fille, elle était heureuse de ce mariage. Alors pourquoi disparaître précisément ce jour-là, lors de l'événement qu'elle avait préparé avec tant de soin pendant des mois? Le capitaine explore plusieurs pistes psychologiques. Peut-être une dépression masquée, un effondrement soudain face au vide laissé par le départ de sa fille. Mais les témoignages concordent, Marguerite semblait en pleine forme les jours précédant le mariage. Aucun signe de fragilité, aucune parole inquiétante, rien qui puisse laisser présager un geste désespéré. Durant l'automne 96, plusieurs pistes émergent et s'effondrent successivement.
un témoin contacte la police fin septembre pour signaler qu'il a vu une femme correspondant au signalement de Marguerite monter dans une voiture sombre rue Jules Guesde vers 20h30 le soir du mariage. Dufresne reprend espoir, interroge longuement cet homme, un certain Patrick Lemaire, électricien de 42 ans. Mais lors de la confrontation avec des photographies, Lemaire hésite, se contredit, finit par admettre qu'il n'est plus certain de la date ni de l'heure exacte. La piste s'évapore aussi vite qu'elle était apparue. Fausse alerte, témoin peu fiable, temps perdu. Une autre hypothèse surgit quand un ancien collègue de Marguerite mentionne qu'elle avait eu un conflit avec un client agressif à la supérette 2 mois avant sa disparition. L'homme, furieux d'une erreur de caisse, aurait proféré des menaces vagues. Dufresne retrouve cet individu, un quinquagénaire chômeur au casier judiciaire vierge. L'interrogatoire révèle un caractère colérique, mais aucun élément suspect. L'homme a un alibi pour le 23 juin. Il était en famille dans les Ardennes pour un anniversaire. Des dizaines de témoins peuvent le confirmer. De plus, la dispute remontait à avril. Elle n'avait donné lieu à aucune plainte. Marguerite elle-même n'en avait plus jamais parlé. Nouvelle impasse, nouveau retour à la case départ. En novembre, une rumeur se répand dans le quartier de Oisem. Marguerite aurait été aperçue à Bruxelles, travaillant dans un restaurant du quartier européen. L'information provient d'une connaissance lointaine qui prétend l'avoir reconnue en passant devant l'établissement. Catherine et Robert se rendent immédiatement en Belgique, accompagnés d'un officier de liaison. Ils visitent le restaurant en question, interrogent le personnel, montrent des photographies. Personne ne reconnaît Marguerite. La serveuse évoquée par le témoin est une Espagnole de 30 ans qui ne ressemble que vaguement à la disparue. Encore un espoir déçu, encore une énergie dépensée en vain. Catherine rentre à Lille épuisée, au bord de la rupture nerveuse. Dufresne explore également la piste financière avec acharnement. Si Marguerite a planifié sa disparition, elle a dû préparer des ressources. Mais l'examen de ses comptes bancaires sur les 6 mois précédant le 23 juin ne révèle aucune opération inhabituelle. Pas de retrait massif, pas de virement vers un compte inconnu, pas d'ouverture de nouveaux comptes dans une autre banque. Les 500 francs retirés le matin du mariage constituent le seul élément sortant de l'ordinaire. Une somme non négligeable, mais insuffisante pour financer une longue fugue. Et de toute façon, cet argent n'a jamais été utilisé, aucune transaction n'apparaît nulle part après le 23 juin. Le capitaine s'intéresse ensuite à l'ex-mari avec plus d'insistance. Malgré l'alibi de Robert Delorme, Dufresne n'exclut pas une implication indirecte. Peut-être a-t-il commandité quelque chose, peut-être existe-t-il un complice. Les enquêteurs épluchent l'emploi du temps de Robert durant les semaines précédant le mariage, interrogent ses collègues, sa compagne actuelle, ses amis proches. Rien de suspect n'émerge. Robert menait une vie rangée, travaillait consciencieusement, passait ses week-ends en famille. Ses relevés téléphoniques ne montrent aucun appel vers des numéros inconnus. Ses finances sont transparentes. L'homme semble sincèrement effondré par la disparition de son ex-femme et surtout par la détresse de sa fille. Une piste plus étrange surgit en décembre quand un psychologue contacte Dufresne. Il a lu l'affaire dans la presse et pense que Marguerite souffrait peut-être du syndrome du nid vide. Cette pathologie toucherait certaines mères célibataires qui, voyant leur enfant unique quitter le foyer familial, perdraient tout repère et commettraient des actes irrationnels. Dufresne écoute attentivement cette analyse, consulte la littérature médicale disponible. C'est crédible sur le papier. Marguerite avait consacré sa vie entière à sa fille. Le mariage de Catherine marquait effectivement la fin d'une époque. Mais alors, pourquoi ne pas avoir laissé de messages, de lettres, d'explications? Et surtout, où serait-elle allée sans argent, sans préparation apparente? Début janvier 97, une nouvelle piste émerge par hasard. Un contrôleur SNCF se présente au commissariat avec une information troublante. Le soir du 23 juin, vers 21h, il était de service sur le quai du TGV Paris-Lille. Il se souvient d'une femme qui attendait seule, sans bagage, l'air perdu. Elle portait une robe claire, correspondait au signalement de Marguerite. Le contrôleur l'a remarquée parce qu'elle semblait hésiter à monter dans le train. Finalement, au moment du départ, elle est restée sur le quai. Le contrôleur ne l'a pas revue après. Dufresne enquête sur ce témoignage tardif avec prudence. Pourquoi cet homme ne s'est-il pas manifesté plus tôt, alors que l'affaire était massivement médiatisée? Le contrôleur explique qu'il était en congé durant tout le mois de juillet
puis il a été muté à Marseille en août. Il n'a découvert l'affaire qu'en décembre en lisant un article de La Voix du Nord chez ses parents lillois pour les fêtes. Dufresne vérifie ses déclarations, tout correspond. L'homme semble sincère et précis dans ses souvenirs. Mais cette piste mène à une nouvelle impasse. Si Marguerite était effectivement à la gare vers 21h, cela signifie qu'elle a quitté la salle des fêtes entre 20h15 et 20h30, rejoint la gare Lille-Flandre, située à 3 km, sans être vue par personne. Et ensuite, elle n'a pas pris le train, elle est restée sur le quai avant de disparaître à nouveau. Pourquoi? Où est-elle allée après? Dufresne fait visionner les bandes de vidéosurveillance de la gare pour le 23 juin, entre 20h et 22h. Les images sont de mauvaise qualité, plusieurs caméras étaient en panne ce jour-là. On distingue des silhouettes floues, des mouvements indistincts, mais impossible d'identifier formellement Marguerite. Le capitaine fait appel à des experts en analyse d'images, mais les conclusions restent incertaines. Peut-être cette femme en robe claire, visible quelques secondes sur le quai numéro 7, est-elle Marguerite? Peut-être pas. La probabilité est de 50-50. Insuffisant pour bâtir une hypothèse solide. Insuffisant pour orienter les recherches dans une direction précise. Encore une fois, l'enquête bute sur du vague et de l'incertain. Février 97 marque un tournant psychologique pour Catherine. Elle commence à accepter l'idée que sa mère ne reviendra peut-être jamais, que le mystère restera entier. Sur les conseils d'un psychiatre, elle reprend progressivement une vie normale, retourne travailler à plein temps, s'investit dans son couple, mais elle refuse toujours de vider l'appartement de la rue Solferino. Les affaires de Marguerite restent en place, comme si elle pouvait rentrer à tout moment. Catherine y passe parfois le samedi, s'assoit dans le fauteuil préféré de sa mère, pleure doucement en contemplant les photos accrochées au mur. Thomas l'accompagne, impuissant, ne sachant que dire face à une douleur qu'aucun mot ne peut apaiser. Le fantôme de Marguerite plane sur leur vie comme une malédiction sans remède. Dufresne, de son côté, continue à recevoir des témoignages sporadiques. Une voyante prétend avoir des visions. Elle localise le corps de Marguerite dans une forêt près de la frontière belge. Les recherches ne donnent rien. Un indicateur du milieu évoque un règlement de compte lié à un trafic de cigarettes dans lequel Marguerite aurait trempé. L'enquête prouve rapidement l'absurdité de cette allégation. Un journaliste amateur publie un article délirant, accusant Robert Delorme d'avoir organisé un meurtre parfait avec la complicité du gérant de la salle des fêtes. Dufresne doit démentir publiquement ses élucubrations. L'affaire attire les mythomanes, les complotistes, tous ceux qui voient des mystères là où il n'y a peut-être que du hasard et de la malchance. Le capitaine apprend à filtrer, à distinguer le grain de l'ivraie, mais c'est épuisant. Le temps passe inexorablement. 97, 98, 99. Catherine Delorme devient mère en mars 2000, donnant naissance à une petite fille qu'elle prénomme Marguerite, en hommage à sa mère disparue. Cette naissance apporte une forme de réconfort, un nouveau sens à sa vie brisée. Mais l'absence de sa propre mère lors de cet événement ravive la douleur. Elle aurait tant voulu que Marguerite connaisse sa petite fille, qu'elle soit là pour la naissance. Le capitaine Dufresne est désormais muté à Valenciennes. L'affaire est définitivement classée sans suite faute d'éléments nouveaux. Marguerite Delorme rejoint la longue liste des disparitions inexpliquées qui hantent les archives policières françaises. En septembre 2003, soit 7 ans après la disparition, un événement inattendu relance tout. L'appartement de la rue Solferino, resté inoccupé depuis 1996, doit être vidé. Catherine a enfin accepté de tourner la page, de vendre le bien. Elle engage une entreprise spécialisée dans le débarras. 2 employés se présentent un matin, commencent à emballer les affaires, les meubles, les cartons accumulés. L'un d'eux, en déplaçant une vieille armoire normande du salon, découvre une enveloppe coincée entre le meuble et le mur. L'enveloppe est jaunie, poussiéreuse. Elle a visiblement glissé là par accident il y a des années. L'employé la ramasse, lit l'adresse inscrite au stylo bleu, appelle sa collègue. L'enveloppe est adressée à Catherine Delorme, avec l'ancienne adresse de la jeune femme avant son mariage. Aucun timbre, l'enveloppe n'a jamais été postée. Les employés hésitent, puis contactent Catherine qui arrive dans l'heure. Quand elle voit l'écriture de sa mère sur le papier, elle manque défaillir. Ses mains tremblent en décachetant l'enveloppe. À l'intérieur, 3 feuillets écrits recto verso de la même écriture soignée. Une lettre datée du 18 juin 1996,
soit 5 jours avant le mariage. Catherine s'assoit sur le parquet, déplie les pages et commence à lire. Les premiers mots la glacent. « Ma chérie, quand tu liras ces lignes, j'aurai disparu depuis longtemps et tu comprendras enfin pourquoi. » Catherine lit et relit la lettre, incrédule, bouleversée. Sa mère y explique tout, ou presque. Marguerite souffrait depuis plusieurs années d'une maladie dégénérative diagnostiquée en 92, une sclérose latérale amyotrophique dont l'évolution était lente mais inexorable. Elle avait caché ce diagnostic à tout le monde, y compris à Catherine, pour ne pas gâcher les dernières années de sa fille avant son installation. Les premiers symptômes étaient apparus début 96. Tremblements légers, fatigues inhabituelles. Marguerite savait que la situation allait se dégrader rapidement, qu'elle allait devenir dépendante, diminuer. L'idée d'infliger ce spectacle à sa fille unique lui était insupportable. Elle avait donc décidé de disparaître volontairement le jour du mariage. Dans la lettre, Marguerite détaille son plan avec une précision troublante. Elle avait préparé un sac contenant des vêtements, de l'argent économisé au fil des mois en petites coupures et des médicaments pour accélérer la fin quand le moment viendrait. Le 23 juin, elle comptait quitter la salle des fêtes discrètement pendant la soirée, rejoindre un lieu qu'elle avait repéré à l'avance et y mettre fin à ses jours dans la dignité avant que la maladie ne la détruise complètement. Elle préférait que Catherine se souvienne d'elle souriante le jour de son mariage, plutôt que dégradée dans un lit d'hôpital. Elle s'excusait pour la douleur qu'elle allait causer, mais elle affirmait que c'était la seule solution acceptable à ses yeux. Elle concluait en assurant Catherine de son amour infini. Catherine appelle immédiatement la police. Le dossier, classé depuis des années, est rouvert en urgence. Dufresne, informé depuis Valenciennes, revient à Lille pour participer à cette phase finale de l'enquête. La lettre est authentifiée par des experts graphologues. C'est bien l'écriture de Marguerite, aucun doute possible. Les enquêteurs reprennent contact avec le médecin généraliste qui suivait Marguerite dans les années 90. Après vérification dans ses archives, le praticien confirme avoir diagnostiqué une suspicion de sclérose latérale amyotrophique en mai 92 et avoir orienté Marguerite vers un neurologue. Mais elle n'a jamais donné suite, refusant tout suivi médical ultérieur. Le secret médical l'avait empêché de parler à l'époque. La lettre évoque un lieu que Marguerite avait repéré. Elle ne le nomme pas précisément, mais elle parle d'un endroit calme en bordure de ville, près de l'eau, où elle se rendait parfois pour réfléchir. Catherine se souvient soudain que sa mère aimait marcher le long du canal de la Deule, vers Lambersart, une zone semi-industrielle où les promeneurs étaient rares. Dufresne organise immédiatement des recherches dans ce secteur. En 2003, 7 ans après les faits, le paysage a changé. Des friches ont été réhabilitées, des terrains vagues ont été construits, mais il reste des zones abandonnées, des anciens entrepôts désaffectés, des sous-bois oubliés le long des berges. Le 15 septembre 2003, une équipe cynophile découvre des ossements humains dans un petit bois situé à 800 mètres du canal, près d'un ancien bâtiment de stockage en ruine. Les restes sont partiellement enfouis sous des feuilles mortes et des débris végétaux, visiblement là depuis plusieurs années. L'analyse ADN confirmera quelques jours plus tard qu'il s'agit bien de Marguerite Delorme. À proximité du corps, les enquêteurs trouvent les vestiges d'un sac de voyage en cuir décomposé, quelques pièces de monnaie rongées par l'humidité et un flacon vide d'un puissant sédatif. Le médecin légiste estime que le décès remonte effectivement à juin 96 et que la cause probable est une intoxication médicamenteuse volontaire. Aucune trace de violence, aucun signe de lutte. Catherine peut enfin organiser des funérailles dignes. L'inhumation a lieu le 25 septembre 2003 au cimetière de l'Est à Lille, en présence d'une cinquantaine de personnes, familles et amis. La cérémonie est sobre et douloureuse. Catherine lit quelques passages de la lettre de sa mère, explique à l'Assemblée le calvaire silencieux que Marguerite a traversé seule pendant des années. Certains invités pleurent, d'autres restent silencieux, accablés par le poids de cette révélation tardive. Robert Delorme est présent également, effondré par la culpabilité de n'avoir rien vu, rien deviné. Dufresne assiste à la cérémonie en retrait, songeur, mesurant l'ampleur du courage et du désespoir qu'il a fallu à Marguerite pour mener à bien son terrible projet. Mais la lettre soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comment Marguerite a-t-elle réussi à quitter la salle des fêtes
sans être vue en pleine soirée avec un sac de voyage? Comment a-t-elle parcouru 800 mètres jusqu'au bois en robe de soirée sans croiser personne? Pourquoi n'a-t-elle jamais posté cette lettre qui était censée expliquer son geste à sa fille? Dufresne émet l'hypothèse que Marguerite a changé d'avis au dernier moment concernant la lettre, qu'elle l'a écrite puis cachée involontairement derrière l'armoire en rangeant l'appartement avant le mariage. Ou peut-être voulait-elle que Catherine ne la trouve qu'après un certain temps pour éviter des recherches immédiates? Mais alors pourquoi ne pas avoir détruit cette lettre si elle ne voulait pas qu'elle soit lue? Les modalités pratiques de la disparition demeurent floues malgré la découverte du corps. Dufresne reconstitue ce qu'il peut. Marguerite a vraisemblablement quitté la salle des fêtes par l'issue de secours entre 20h15 et 20h30, profitant d'un moment où personne ne regardait dans cette direction. Elle avait peut-être dissimulé son sac de voyage dehors plus tôt dans la journée. Peut-être l'avait-elle laissé dans la remise en arrivant. Elle a ensuite marché rapidement vers le canal, évitant les rues principales, longeant les zones sombres. Le quartier était relativement désert ce samedi soir, la plupart des gens étant chez eux ou dans les cafés du centre. Elle a atteint le bois vers 21h, s'est installée dans un coin isolé et a avalé les médicaments qu'elle avait préparés. Cette reconstitution reste hypothétique, car aucun témoin ne s'est jamais manifesté pour confirmer avoir vu Marguerite sur ce trajet. Le contrôleur SNCF, qui pensait l'avoir aperçue à la gare, s'était donc trompé, ou avait vu quelqu'un d'autre. Marguerite n'a jamais pris la direction de la gare Lille-Flandre. Elle s'est dirigée vers le sud-ouest, vers Lambersart, suivant un itinéraire qu'elle connaissait probablement bien pour l'avoir emprunté lors de ses promenades solitaires. Elle a choisi un lieu précis, un endroit où elle se sentait apaisée, pour accomplir son ultime acte. Un endroit suffisamment éloigné pour ne pas être découverte rapidement, mais pas trop isolée non plus. Un compromis entre invisibilité et dignité. Un lieu qui ressemblait à Marguerite, discrète et déterminée jusqu'au bout. Catherine mettra des années à accepter cette vérité. Comment sa mère a-t-elle pu traverser seule une telle épreuve, cacher une maladie aussi grave, planifier sa propre mort avec tant de minutie? Pourquoi ne pas lui avoir parlé? Pourquoi ne pas lui avoir fait confiance? Les questions la hantent longtemps après l'inhumation. Elle consulte des psychologues, rejoint des groupes de soutien pour familles de disparus, essaie de comprendre la logique qui a guidé sa mère. Progressivement, elle accepte que Marguerite ait voulu la protéger à sa manière, lui épargner des mois de souffrance et de déchéance. C'était un geste d'amour ultime, aussi terrible soit-il. Un sacrifice maternel poussé jusqu'à son paroxysme le plus sombre et le plus douloureux. La découverte de la lettre et du corps apporte une forme de clôture à l'affaire Delorme, mais de nombreuses zones d'ombre subsistent. L'une des plus troublantes concerne la maladie elle-même. Après exhumation des dossiers médicaux et consultation d'experts, il apparaît que le diagnostic initial de sclérose latérale amyotrophique était effectivement correct, mais que l'évolution de la maladie chez Marguerite était particulièrement lente. En réalité, selon les spécialistes consultés en 2003, elle aurait probablement pu vivre encore plusieurs années sans handicap majeur. Marguerite a peut-être surestimé la rapidité de la dégradation, ou alors elle n'a pas supporté psychologiquement l'idée même de la maladie, quelle que soit son évolution réelle. Cette révélation rend son geste encore plus tragique. Une autre énigme demeure autour de l'argent retrouvé près du corps. Marguerite avait retiré 500 francs le matin du mariage, mais les enquêteurs découvrent près de 3000 francs en coupures diverses dans les restes du sac de voyage. Cet argent provient d'économies accumulées sur plusieurs mois. Marguerite retirait régulièrement de petites sommes sans éveiller l'attention. Mais 3000 francs, c'était une somme importante pour elle en 96. Pourquoi avoir épargné autant si elle comptait mourir rapidement? Dufresne émet l'hypothèse qu'elle envisageait peut-être une fuite plus longue, quelques semaines dans un endroit reculé avant de passer à l'acte, ou peut-être voulait-elle simplement avoir cette liberté financière au cas où elle changerait d'avis. On ne le saura jamais avec certitude. Le contenu exact de la lettre n'a jamais été intégralement divulgué par Catherine. Elle en a partagé les grandes lignes avec la police et la presse, mais certains passages sont restés strictement privés. Des amis proches rapportent que Marguerite y évoquait des regrets profonds concernant sa vie, son mariage raté, les sacrifices consentis. Elle aurait également exprimé une forme de lassitude existentielle, le sentiment d'avoir accompli sa mission en élevant Catherine
et de n'avoir plus de raison de continuer maintenant que sa fille était mariée et autonome. Ces éléments suggèrent que la maladie n'était peut-être qu'un prétexte, ou du moins pas la seule raison de son geste. Marguerite souffrait peut-être d'une dépression chronique non diagnostiquée, amplifiée par le syndrome du nid vide évoqué des années plus tôt. Une découverte troublante émerge en 2004 lors du classement définitif du dossier. En relisant attentivement les témoignages initiaux, Dufresne remarque que plusieurs personnes avaient mentionné que Marguerite regardait souvent en direction de la sortie durant la soirée, comme si elle attendait quelqu'un ou surveillait quelque chose. Or, la sortie de secours n'était pas visible depuis la table où elle était assise. Elle devait donc regarder vers l'entrée principale. Cela suggère qu'elle hésitait peut-être jusqu'au dernier moment, qu'elle guettait un signe, une raison de rester. Peut-être espérait-elle secrètement que quelqu'un devine son intention, l'arrête, la retienne. Mais personne n'a rien vu, personne n'a rien deviné, et elle est partie comme elle l'avait prévu. Le psychiatre qui a suivi Catherine après 2003 émet une analyse intéressante. Selon lui, Marguerite a choisi de disparaître le jour du mariage précisément parce que c'était le moment de bonheur suprême pour sa fille. En s'éclipsant ce jour-là, elle inscrivait son absence dans un contexte de joie, comme un cadeau ultime et paradoxal. Catherine garderait le souvenir d'une mère heureuse et souriante lors de son mariage, plutôt que celui d'une femme diminuée par la maladie. La disparition devenait un acte d'effacement volontaire, une tentative de rester dans la mémoire de sa fille sous son meilleur jour. C'était tordu, désespéré, mais cohérent avec la personnalité de Marguerite telle que les témoins l'ont décrite. Toujours soucieuse des autres, toujours en retrait. En 2005, Catherine tombe sur une photographie qu'elle n'avait jamais remarquée dans les affaires de sa mère. Le cliché date de 1995. Il montre Marguerite seule sur un banc au bord du canal de la Deule, exactement près de l'endroit où son corps sera retrouvé des années plus tard. Elle regarde l'objectif avec un sourire mélancolique, les cheveux au vent. Quelqu'un a dû prendre cette photo lors d'une de ses promenades. Catherine réalise alors que sa mère avait déjà choisi ce lieu bien avant le mariage, qu'elle y retournait régulièrement, peut-être pour se familiariser avec l'endroit, peut-être pour s'y préparer mentalement. Cette découverte renforce l'hypothèse d'une planification méthodique et ancienne du suicide, une démarche réfléchie plutôt qu'un coup de tête. Le flacon de médicaments retrouvé près du corps intrigue également les enquêteurs. Il s'agit d'un sédatif puissant, normalement délivré uniquement sur ordonnance. Marguerite n'avait aucune prescription pour ce type de produit. Comment se l'est-elle procurée? Dufresne mène une enquête complémentaire auprès des pharmacies de l'île, mais aucune ne reconnaît avoir servi Marguerite. L'hypothèse la plus probable est qu'elle s'est fournie au marché noir ou qu'elle a obtenu les pilules par un intermédiaire dont l'identité restera inconnue. Peut-être un ancien collègue de l'usine textile, peut-être un voisin complaisant. Cette zone d'ombre ne sera jamais éclaircie, mais elle témoigne de la détermination de Marguerite à mener son projet jusqu'au bout malgré les obstacles. La question de la lucidité de Marguerite au moment des faits divise les experts. Certains psychiatres consultés après coup estiment qu'elle souffrait manifestement d'une dépression sévère, altérant son jugement, que son acte relevait d'une pathologie mentale nécessitant un traitement plutôt qu'une mort choisie. D'autres, au contraire, soulignent la cohérence de sa démarche, la rationalité apparente de sa lettre et plaident pour reconnaître son droit à disposer de sa vie face à une maladie incurable. Ce débat éthique dépasse largement le cas individuel de Marguerite, il touche aux questions de fin de vie, d'euthanasie, de liberté personnelle face à la souffrance. Catherine refuse de s'y engager, préférant se souvenir de sa mère comme une femme courageuse, ayant fait un choix impossible dans des circonstances terribles. En 2006, 10 ans après la disparition, Catherine accepte enfin de témoigner dans un documentaire consacré aux affaires non résolues du nord de la France. Elle y raconte son histoire, montre des photographies de sa mère, évoque la douleur de l'attente et la violence de la vérité découverte tardivement. Elle insiste sur l'importance du dialogue familial, sur la nécessité de parler de ses souffrances plutôt que de les taire. Si sa mère lui avait confié son diagnostic, dit-elle, peut-être aurait-elle pu traverser cette épreuve ensemble, trouver des solutions, éviter le pire. Son témoignage émeut profondément les téléspectateurs. Plusieurs personnes contactent l'association de soutien aux familles de disparus suite à la diffusion.
l'histoire de Marguerite Delorme devient un cas d'école pour sensibiliser aux drames silencieux. Dufresne, retraité depuis 2008, revient régulièrement sur cette affaire dans les interviews qu'il accorde à des étudiants en criminologie. Selon lui, le cas Delorme illustre parfaitement les limites de l'investigation policière face à une disparition volontaire parfaitement planifiée. Toutes les procédures ont été respectées, toutes les pistes explorées, mais la vérité était hors de portée tant que la lettre restait cachée. Il regrette simplement de n'avoir pas insisté davantage sur l'hypothèse médicale durant l'enquête initiale. Interroger plus systématiquement les médecins, consulter le dossier médical avec l'autorisation de la famille, peut-être aurait-on découvert le diagnostic de sclérose et orienté différemment les recherches. Mais le secret médical et le manque d'éléments concrets rendaient cette piste peu prioritaire à l'époque. Le destin de Catherine Delorme après ces révélations reste marqué par l'absence. Elle élève sa fille Marguerite en lui parlant régulièrement de sa grand-mère, en lui montrant des photos, en lui racontant les bons souvenirs. Mais elle évite de détailler les circonstances exactes de la disparition tant que l'enfant est jeune. Elle attend ses 15 ans pour lui révéler toute la vérité lors d'une conversation difficile mais nécessaire. La jeune Marguerite, devenue lycéenne, accueille ces révélations avec maturité et tristesse. Elle comprend que sa grand-mère a agi par amour, mais elle regrette profondément de n'avoir jamais pu la connaître. Cette transmission du drame familial à la génération suivante fait partie du long travail de deuil entamé en 2003 et qui se poursuit encore aujourd'hui. L'affaire Marguerite Delorme reste inscrite dans les annales criminelles du Nord comme l'un des cas les plus troublants de disparition volontaire. 7 années de mystère absolu, suivies d'une révélation qui a bouleversé tous ceux qui l'ont connue. Aujourd'hui encore, des décennies plus tard, les habitants de Oisem se souviennent de cette femme discrète qui s'est évanouie un soir de juin 1996 sans que personne ne comprenne immédiatement pourquoi. Le petit bois près du canal où son corps a été découvert a été aménagé en espace vert public. Une plaque commémorative y a été installée en 2010, non pas pour Marguerite spécifiquement, mais pour toutes les victimes de la maladie qu'elle combattait en silence. Catherine vit toujours à Lille avec sa famille. Elle évite de passer devant l'ancienne salle des fêtes de la rue de Oisem, désormais transformée en supermarché. L'appartement de la rue Solferino a été vendu, entièrement rénové par ses nouveaux propriétaires, qui ignorent probablement le drame qui s'y est joué. La petite Marguerite est devenue une jeune femme qui étudie la psychologie à l'université, inspirée peut-être inconsciemment par l'histoire de sa grand-mère. Elle veut comprendre ce qui pousse les êtres humains à faire des choix aussi radicaux. Comment prévenir les drames silencieux? Elle porte le prénom de cette aïeule qu'elle n'a jamais connu comme un héritage lourd, mais précieux, un rappel constant de la fragilité humaine et de l'importance de la vigilance envers ceux qu'on aime. Mais une dernière interrogation demeure, plus troublante que toutes les autres. Pourquoi la lettre était-elle cachée derrière l'armoire? Accident ou geste volontaire? Marguerite voulait-elle réellement que sa fille comprenne un jour, ou préférait-elle emporter son secret dans la tombe? Si l'enveloppe n'avait jamais été découverte, Catherine vivrait encore aujourd'hui dans l'incertitude totale, ignorant les véritables raisons de cette disparition. Le hasard a permis une forme de vérité, mais cette vérité est-elle vraiment plus apaisante que le mystère? Les proches des disparus vous le diront, parfois l'ignorance est moins douloureuse que la révélation. L'histoire de Marguerite Delorme le prouve tragiquement. Alors, si cette enquête vous a touché, si vous voulez découvrir d'autres affaires mystérieuses qui hantent nos régions, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour nous soutenir. Et vous, de quelle ville nous regardez-vous ce soir? Dites-le nous en commentaire, vos témoignages nous rappellent que derrière chaque disparition, il y a des vies brisées et des questions sans réponse qui résonnent bien au-delà des dossiers policiers.